Lorsque les deux concours annoncés se sont fait jour, eh bien, finalement, moi, je me suis proposé, enfin, j'ai proposé ma candidature au concours international. Ce qui était aussi une façon de prendre pas mal de risques, parce que l'autre concours, celui du Centre international de conférences, c'était un concours franco-français, puisqu'il n'y avait pas d'étrangers. Alors que pour la Bibliothèque de France, il y a eu quand même 250 candidatures, à peu près 130 candidatures étrangères et 120 candidatures françaises. Et de ces 250 candidatures, le jury a choisi 20 architectes, à peu près moitié-moitié, disons moitié pour les étrangers, moitié pour les Français. Et là, il a fallu concourir à 20 dans des conditions qui étaient finalement plus hasardeuses que celles qui étaient requises pour le concours du Centre de conférences international, qui était plutôt entre architectes qui se connaissaient. Les règles du concours étaient extrêmement strictes. D'abord, le concours était anonyme. Et donc, nous avons rendu des panneaux et une maquette avec un chiffre, je sais pas, de code, afin que les projets soient pas reconnus. Et le jury a travaillé 2 jours avec comme mission de sélectionner 4 projets. Ces 4 projets étant présentés au président de la République pour qu'il choisisse le projet lauréat pour la Bibliothèque de France. Toujours anonymement? Non. La deuxième partie n'était plus anonyme puisque, une fois les 4 projets choisis anonymement, eh bien effectivement, les noms ont été connus car il a fallu rendre compte de ces 4 projets. Mais je dirais la grosse partie du concours était achevée. Ensuite, il n'y a pas eu concours, il y a eu choix. C'était différent. Donc, c'est une belle histoire dans ce sens où toute cette politique qui a été mise en place, l'arrivée des étrangers à monter et à augmenter le niveau de qualité de l'architecture française, et finalement qu'un Français gagne le dernier des concours qui est international et pour le plus grand des grands projets, finalement il y a une morale dans tout ça qui n'est pas désagréable. Et donc le 16 août, vous apprenez, ou non, vous l'avez appris avant quand même, Non. que c'était vous? Ah non, ça ne se sait pas. Ah non? Ah non, ça ne se sait pas, non. C'est comme ça. Alors le 16 août, on est en vacances en général? On est en vacances, bon, le téléphone fonctionne. Oui, alors racontez. Donc le téléphone sonne et on vous dit, voilà, le président a choisi, c'est vous. Vous devez demain être au petit matin à l'Élysée. Point. On raccroche et c'est fini. So, qu'est-ce qu'on fait? On débouche une bouteille de champagne ou on se dit, flûte, le cauchemar Non, mais commence? c'est comme lorsque vous faites très très mal. Au début, vous ne sentez rien. C'est le lendemain au réveil. Là, c'est pas de la douleur, hein, c'est tout à fait différent, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Mais au début, on est un petit peu abasourdi. Non, ce qui était quand même très très amusant, c'est qu'effectivement, donc je suis rentré sur Paris puisque j'étais en Bretagne à l'époque, en vacances. Et alors, c'est la radio. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis la radio, alors que j'écoute rarement la radio, enfin bon, j'ai mis la radio. Et effectivement, et toutes les informations disaient un jeune architecte, un jeune architecte, un jeune architecte, un jeune architecte a gagné la bibliothèque, a gagné la bibliothèque. Ce qui était assez amusant. Et le plus drôle, si on peut dire, c'est qu'à l'agence, le fax n'arrêtait pas de cracher des missives, soit de félicitations, soit à la presse qui voulait des rendez-vous. Enfin, c'était complètement hallucinant, quoi. Cette agence qui était, bon, je dirais pas calme, mais là, c'était le délire total. Et il y avait tout le monde qui était là, il était encore 10 heures du soir, et c'était vraiment assez extraordinaire, quoi. C'est le dernier des grands projets. C'est pas quelque chose d'innocent, car finalement, il y a eu des leçons qui ont été tirées des différentes expériences. À savoir, évidemment, le mode de lancement du grand projet, mais aussi son mode de consultation. Vous pouvez le raconter? Alors, on peut illustrer ça en disant, par exemple, que la localisation, le choix du lieu d'implantation de la bibliothèque a ouvert un débat entre l'installation d'un monument au centre historique de Paris, disons, ou bien dans une des franges de Paris, ou bien en banlieue, puisqu'il a même été évoqué qu'elle pourrait s'installer dans la plaine Saint-Denis. Donc il y a là toute une attitude qui est assez différente par rapport à la réflexion menée précédemment. Finalement, le choix a été fait de proposer l'implantation et l'inscription de ce monument sur un quartier vierge
qui n'est ni la banlieue ni vraiment Paris, puisque à cet endroit, il y a à peu près 130 hectares qui vont être urbanisés autour de ce monument. La première question que je me suis posée, c'est de dire comment peut-on, dans une ville, venir inscrire, bâtir un bâtiment d'environ 300 000 m² sans, sans tout détruire, ou tout au moins sans oblitérer le développement d'un quartier qui n'existe pas, car à l'époque nous n'avions pas les plans de ce quartier Seine-Rive-Gauche. Nous avions un faisceau de voies ferrées, un immense périmètre où effectivement il était dit que la ville allait mener une grande opération d'urbanisme, mais c'est tout ce que nous avions. Était évoqué le principe d'une grande avenue reliant la gare d'Austerlitz au boulevard périphérique. Donc nous avions quelques éléments, mais finalement relativement peu au regard de ce qu'il aurait fallu pour vraiment mêler ce grand bâtiment à un quartier existant. Donc c'est ce qui faisait la difficulté, mais en même temps l'intérêt de la question, et qui résidait d'abord dans une réponse d'aménagement urbain, dans une réponse de paysage en fait. Car ce que nous avons fait, c'est ni de l'architecture, ni de l'urbanisme. Ça peut être de l'art urbain, mais à mon avis, c'est plutôt de l'ordre du paysage. C'est-à-dire que cette bibliothèque, elle existe bien sûr en tant que bibliothèque, mais elle existe surtout en tant que signe dans la ville qui organise un quartier autour d'elle. Donc notre idée, ça a été très rapidement de faire une place, d'offrir à Paris une place. Donc il y avait une espèce de travail extraverti, un travail généreux, qui est de l'ordre de la mission de l'État, de mon point de vue. Donc ce n'est pas quelque chose qui est du hasard. Ça vient également de toute cette réflexion que j'avais menée pour mon diplôme sur les mairies annexes de l'Hôtel de Ville de Paris, où il y avait à l'époque quand même la construction de 11 bâtiments publics en 50 ans, et qui ont finalement complètement structuré Paris avec des relations entre monuments, avenues, quartiers d'habitation, etc. Donc il y avait là un propos qui était un propos de développement de la ville et qui était un propos, je dirais, d'organisation des équipements et des monuments dans la ville. Et là, ce que nous disions, c'était ne construisons pas un éléphant qui aura du mal à rentrer dans sa baignoire ou dans une baignoire, mais plutôt offrons un grand espace ouvert, qui est finalement le luxe dans la ville, c'est cet espace généreux, libre, que tout un chacun peut utiliser, et que cet espace de représentation soit dédié à l'installation de la Bibliothèque de France. Il y avait là aussi l'idée de faire disparaître un petit peu l'architecture, de faire disparaître le bâtiment. Donc c'est un point très très important pour comprendre la bibliothèque, qui somme toute est un projet iceberg, c'est-à-dire c'est un projet dont finalement on ne voit que 80 000 m², il y en a 220 000 m² en dessous. Et on pourrait même rajouter que ces 80 000 m² sont partagés en 4 parties, puisqu'il y a 4 tours, chacune de 20 000 m². Donc finalement, n'est visible, ne rend compte de l'existence de ce grand établissement que peu de choses, un signe, dans la ville. Nous avions fait une espèce de maquette, une espèce de parallélépipède, un peu en pâte à modeler, comme ça, pour donner, voilà le volume. Bon. Et bien de ce parallélépipède, nous avons gardé que les 4 coins. Et l'ensemble, enfin la partie intérieure, si je puis dire, de ce volume, nous l'avons incrusté dans le sol, et pour qu'il y ait des vues, qu'il y ait de la lumière, qu'on puisse y vivre de façon tout à fait digne et confortable, et nous avons créé ce jardin. Ce n'est pas un lieu accessible, c'est un lieu qui est là, on le voit, on en profite visuellement, mais on n'y pénètre pas. Et cette notion est à mon avis, une très très belle notion en termes de symbole et aussi en termes de dignité, car on n'est pas forcé d'accéder partout et de tout tripoter. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre
un peu de l'inaccessible, et qui était vraiment comment on pourrait dire, ce cloître, ce lieu de sérénité, ce lieu unique, exceptionnel, un peu extraordinaire, qui fondait en fait l'organisation de cette bibliothèque et de ces salles de lecture en sa périphérie. Et ça a été certainement le point qui a déterminé le choix du président de la République sur ce projet. Et là, je crois qu'il y a eu une conjonction, une espèce de rendez-vous heureux avec cette notion de cloître. Dès le début, nous, on appelait ça un cloître, qui était lié à un grand péristyle. Et ce cloître est complètement vitré, c'est pas un cloître au sens traditionnel du terme, mais il en a quand même la configuration. Et ce jardin, également, nous l'avons énoncé comme un morceau de forêt, c'est-à-dire en fait un morceau de nature. Il n'y a jamais eu de propos esthétiques, comme peut-être aurait pu le faire tel ou tel paysagiste, pour faire joli. C'est pas un jardin pour faire joli, c'est un morceau de forêt. Alors donc le 16 août, c'est le point culminant du conte de fées. Et alors le 21 août, si j'ai bien lu, commence le cauchemar, c'est ça? On double ou on triple les capacités prévues des livres, le volume prévu des livres? Mais nous nous sommes aperçus de rien. Nous nous étions tellement contents que finalement qu'il y ait 5 millions de livres, ou 12 millions, ou 30 millions, c'était pas tellement notre préoccupation du moment. Donc, ceci dit, le projet a quelques vertus, et il l'a démontré avec le temps, car il a très bien résisté. En fait, la morphologie du projet, c'est-à-dire ce système d'anneaux, a permis de compléter et d'accueillir ces millions d'ouvrages complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, nous avions des salles de lecture qui ceinturaient ce jardin. Mais derrière ces salles de lecture, pour le concours et au regard du programme du concours, nous avions plutôt que des systèmes de distribution de livres, des systèmes de climatisation, plutôt des éléments techniques. Et pratiquement pas de livres. Les livres étant exclusivement dans les tours. Bien. Lorsque l'évolution liée à l'abandon de la césure est apparue, est devenue concrète en termes de chiffrage et de besoins, donc, eh bien, ce que nous avons fait, nous avons, ni plus ni moins, inséré un anneau de stockage de livres entre la partie des salles de lecture et la partie technique qui innervait, qui faisait fonctionner ces salles de lecture. Donc, cet anneau, qui n'est pas, je dirais, une intervention mineure en termes de dimension, ça représente d'ailleurs, je crois, dans le projet, quelque chose comme 800 millions de francs, donc c'est pas franchement rien. Mais cet anneau, au contact des salles de lecture, nous a permis de répondre rapidement et de façon très, très fiable aux besoins qui étaient exprimés sans dénaturer le projet qui avait été présenté et choisi par le président de la République. Est-ce que la polémique sur les tours vous a amené à une quelconque modification? Oui, en fait, il y a eu 3 modifications. Il y a ce que l'on a évoqué tout à l'heure. Le projet du concours, c'était 100% de livres dans les tours, rien autour du jardin. Bon. Avec l'abandon de la césure, le projet s'est trouvé transformé et l'on avait pratiquement 2/3, donc environ 70% des livres dans les tours et 30% en partie basse. Bien. Et puis, suite à la polémique, la proportion s'est inversée. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui à peu près à peine 40% de livres dans les tours et donc un peu plus de 60% de livres dans le socle, autour des salles de lecture, près du jardin. Comment avons-nous pu faire évoluer ces proportions? Eh bien, de façon assez simple, c'est-à-dire que nous avons diminué la hauteur des tours de 2 étages. Et nous avons surtout fait disparaître le centre de congrès, qui était un équipement de grande dimension, à peu près 700 places, et qui occupait un très grand volume.
en partie basse, dans le socle, donc quelque chose qui n'était pas visible. Et par rapport à cette idée de ceinture périphérique, nous n'avions pas réussi à la boucler, cette ceinture, puisque nous avions un U de livres, et ce U de livres venait buter sur le centre de conférence. La disparition de ce centre de conférence nous a permis de récupérer beaucoup de niveaux et également d'améliorer, en termes fonctionnels, le trajet des ouvrages, puisqu'ils pouvaient faire le tour sans aucun obstacle, et donc desservir toutes les salles de lecture. Et ceci, ça a été pour le projet certainement une très grande amélioration, aussi bien par rapport je dirais, à un fonctionnement d'ordre général qu'une réponse aux souhaits qui étaient émis par la commission d'experts, qui était de repenser ou de revoir la répartition des ouvrages au sein de l'établissement. Depuis le premier jour, depuis le moment du concours, les livres ont toujours été protégés. Ils n'étaient pas derrière des volets comme aujourd'hui, ils étaient dans des containers à l'époque, car ces livres étaient beaucoup moins nombreux, et on avait l'idée d'essayer de montrer comment les collections pouvaient croître au cours des ans, et donc ces tours se remplaçaient de boîtes closes, étanches, hermétiques, dans lesquelles le soleil ne pouvait pas pénétrer, et ces espèces de cocons, si vous voulez, s'ajoutaient les uns aux autres, et petit à petit les tours se remplissaient. C'était le principe initial. Principe qui n'a pas pu fonctionner lorsqu'il y a eu évidemment un accroissement des collections et de la perspective de stockage à un siècle. Donc en fait, une des décisions qui a conduit à évoluer de la notion de container à cette notion de volet, ça a été la décision de dire on fait la bibliothèque prête à recevoir tout de suite tous les livres qui sont évidemment dans la Bibliothèque nationale, mais aussi d'autres livres que l'on viendrait à acquérir, soit pendant la période de construction, soit plus tard. Donc cette bibliothèque, elle est équipée pour recevoir à peu près 30 millions de livres sans hésitation et dans des conditions très correctes. En architecture, moi je trouve qu'il y a deux moments d'émotion forts. Il y a un troisième, mais qui est un peu différent, qui est l'achèvement du bâtiment. Mais les deux grands moments, c'est lorsqu'on fait un trou. Parce que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'appropriation. C'est vraiment la trace. On fonde quelque chose. Et là, le trou était relativement important. Donc ce grand trou très, très, très uni, vraiment impressionnant. Et puis le deuxième moment, c'est l'apparition du bâtiment dans la ville, quoi. C'est-à-dire lorsque le bâtiment prend sa place. Maintenant, la bibliothèque, on n'en voit peut-être pas encore le grain de l'architecture, mais en termes de physionomie, en termes de silhouette, elle est là, elle est dans Paris.
La polémique concernant les tours nous a beaucoup surpris, parce que pour nous, ce n'était pas un problème. Et donc nous avons mis un petit peu de temps à réagir en se demandant, mais vraiment, quelle est la question? Où est le problème? Et puis, évidemment, on peut le comprendre, parce que c'est beaucoup plus quelque chose qui est passionnel. C'est une polémique relativement irrationnelle. Pas sur son arrière-plan, qui est évidemment certainement beaucoup plus lié à des enjeux de pouvoir, des relations politiques, donc quelque chose qui est déjà un petit peu plus compréhensible en tant que cabale et intrigue. Par contre, la partie visible de la polémique, celle dont tout un chacun a entendu parler, est une partie plutôt assez qui est liée au fantasme. Ce qui était intéressant dans le projet, c'était la notion de balise. Ce ne sont pas vraiment des tours, on appelle ça des tours parce que ce sont des bâtiments un peu hauts, mais moi je ne considère pas qu'on puisse vraiment appeler ça des tours. Pour moi, ce sont plutôt des objets qui forment balise et qui sont donc, comment dirais-je, qui n'ont pas de haut, de bas, de devant, de derrière. Ils sont comme s'ils étaient d'une même matière, quoi, taillés. Et ça marchait très bien avec l'idée initiale qui était donc l'enveloppe de verre et le remplissage aléatoire et progressif avec les containers. Bien. Dans le deuxième temps, avec l'évolution du programme, il a fallu loger dans ces tours des bibliothécaires, donc des hommes. Il n'y avait pas que des livres dans ces tours, comme au moment du concours, il y avait des hommes. Et les hommes ont besoin de lumière. Donc l'idée des volets était une idée intéressante car elle permettait de gérer la présence de bureaux, donc la présence des bibliothécaires pour qu'ils puissent travailler. Ils se servent des volets comme brise-soleil. Bien. Et en même temps, lorsque les volets sont fermés, ça fait une cloison opaque, une occultation totale qui protège les livres. Donc par cette installation, on gérait et les livres, et la protection des livres, et la protection des hommes, si on peut dire. Cette bibliothèque a quelques vertus, comme je le disais tout à l'heure, en matière d'adaptation et donc en matière d'évolution. Bon. Mais c'est dommage parce que je crois que l'on pouvait là peut-être encore mieux définir ce que devait être ces salles de lecture, les différents modes d'archivage, les proximités entre certains ouvrages, les services que l'on peut apporter aux chercheurs, qu'ils soient français ou étrangers. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la proximité dont a besoin un lecteur. Et plus ces éléments arrivent à être rassemblés autour de lui, plus le lecteur peut mener sa recherche dans de bonnes conditions. Et ça me paraît être quelque chose d'extrêmement fondamental. Ce n'est pas fait comme un musée pour faire une promenade, une bibliothèque. C'est un lieu de travail.
Et ça a été une idée qui a mis longtemps à faire son chemin. Elle commence petit à petit à l'avoir fait, ce chemin. Mais comme beaucoup des grands projets étaient liés à des opérations plutôt de muséographie, la bibliothèque et le raisonnement des gens par rapport à la bibliothèque, c'était aussi on va passer. Non, on ne passe pas dans une bibliothèque. On s'installe plusieurs heures durant, plusieurs jours, plusieurs semaines, et on travaille. Est-ce que cette idée de lieu de travail n'est pas antinomique avec l'autre idée de l'ouverture au grand public qui, lui, lit mais ne travaille pas? Elle est antinomique dans la mesure où tout ceci se passe dans la même pièce, dans la même salle. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Il y a bien dans ce projet 3 lieux qui s'empilent, qui se superposent les uns aux autres. Il y a premièrement la grande place publique, l'Esplanade, qui est une place de Paris. Dessous, il y a un niveau entier, 7 mètres plus bas, qui accueille aussi bien des services pour les lecteurs que cette fameuse bibliothèque ouverte à un large public. Et puis en contrebas, 7 mètres plus bas, on va trouver la bibliothèque de recherche, la bibliothèque nationale, 14 mètres plus bas, pardon, la bibliothèque nationale, la bibliothèque de recherche. Donc il y a proximité, il y a presque complicité visuelle entre les différents niveaux, mais il n'y a aucune, je dirais, possibilité de mélange physique, d'interaction et de gêne entre ces espaces. En fait, ce qui a toujours intéressé le président de la République et ce qu'il a toujours énoncé, c'est l'inscription physique, la construction de ce bâtiment, de ce monument, et que ce monument puisse accueillir la Bibliothèque nationale, la nouvelle Bibliothèque nationale. Point. Voilà sa mission, il l'a toujours dit. Il n'a pas pris position sur tel ou tel mode de bibliothèque et tout ce qu'il a voulu, c'est que ce bâtiment, qui est un bâtiment d'importance, permette de sauver l'immense fonds de cette bibliothèque nationale, ce trésor, que les livres soient donc conservés le mieux possible et surtout que cet investissement important pour la nation puisse servir à un public plus large que le simple public des chercheurs. Point. Lorsqu'on sait ça, on peut travailler 5 années durant.
François Mitterrand avait annoncé une grande bibliothèque pour le XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est demain, ce sont les nouvelles technologies. Quelle est la place des nouvelles technologies? Comment vous les avez intégrées dans le mobilier? Moi, je dirais qu'une grande bibliothèque, c'est déjà un projet en soi pour le XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il est évident, et ça a été d'ailleurs le point qui a déclenché tout le processus de la construction d'une nouvelle bibliothèque nationale, il est évident qu'il y a un formidable patrimoine, il y a un trésor qu'il faut conserver. Donc ça, je dirais que c'est la responsabilité non seulement du XXe, mais du XXIe siècle, de poursuivre un petit peu cet éveil culturel à la préservation de notre patrimoine, qu'il soit naturel ou qu'il soit culturel. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième chose, grande bibliothèque, c'est la capacité d'accueillir un plus grand nombre de lecteurs. Ceci est aussi nouveau. Lorsque l'on compare les bibliothèques dans le monde, eh bien, la Bibliothèque nationale de France n'est pas celle qui possède le plus grand fonds en matière de documents, puisque c'est celle de Washington, mais par contre, c'est elle qui va offrir le plus grand nombre de places de lecture. Donc déjà en soi, ça s'appelle une grande bibliothèque. Et ensuite, ce que nous avons fait, c'est d'essayer de prévoir l'avenir, c'est-à-dire que physiquement, tout est installé afin que l'on puisse passer les réseaux, les fibres optiques, enfin toutes les autoroutes de l'information que l'on peut imaginer aujourd'hui et qui se développeront demain, sans avoir besoin de tout casser, de tout modifier. Exemple, toutes les salles de lecture sont sur des faux planchers. À partir de ces faux planchers, on peut se connecter par les pieds de table, qui sont en fait les parties centrales, et là, on peut, comme ceci, amener toutes les alimentations nécessaires pour se brancher, pour brancher un micro-ordinateur, pour brancher une imprimante laser, pour brancher un téléphone, pour brancher... Enfin, donc ces tables sont grandes, elles sont plates, elles sont équipées par des espèces de systèmes de dessertes techniques qui vont permettre le foisonnement que l'on ne connaît pas aujourd'hui, qui est en cours d'élaboration et qui prendra, je dirais, son plein essor dans les 5 ans qui viennent. Ce qui est très difficile en architecture, c'est qu'il y a du temps. Le temps est long. Et entre le moment où vous concevez un projet et le moment où vous allez le livrer, des années se sont passées. Donc les objectifs de l'époque au moment de la conception ont évolué. Et donc il faut avoir cette flexibilité, cette souplesse pour bien sûr garder ce qui fait le sens même du projet, son concept initial, mais le nourrir, l'enrichir au fur et à mesure. Et ce que je dis là est vrai pour l'architecte, mais c'est vrai pour le maître d'ouvrage. Beaucoup de maîtres d'ouvrage pensent avoir parfaitement défini leur programme lorsqu'ils lancent un bâtiment, et puis les événements font que en cours de route, ils s'aperçoivent que ce qu'ils avaient pensé à un moment n'est plus d'actualité. Et donc, cette capacité que nous avons eue, tous ensemble, là je ne parle pas seulement des architectes et des ingénieurs, mais du maître d'ouvrage dans son ensemble, d'adapter, de régler, d'affiner, d'ajuster en fait les différentes informations que nous avions en fonction du temps qui passait, à mon avis, c'est ça qui fait la réussite du projet. L'image que nous avons proposée au moment du concours, c'était une bibliothèque qui n'était pas encore pleine. Et au fur et à mesure, ces tours de verre se remplissaient. C'est-à-dire que les containers, les locaux de stockage qui étaient clos, qui n'ont jamais, évidemment, les livres n'ont été derrière les verres, jamais les livres n'ont été en vitrine. Il y a eu quelques affabulations assez symptomatiques, mais enfin bon, qui restent du domaine de l'affabulation. Donc ces locaux qui au début étaient relativement peu nombreux, aller crescendo, aller croître au fur et à mesure et donc aller s'empiler. Au fur et à mesure que la collection augmentait, les locaux étaient construits et donc remplissaient les tours. À un moment dans le projet, François Mitterrand a dit la Bibliothèque nationale vit en fait ses riches heures, si je puis dire. Il faut que le projet soit complet et que le legs qui sera fait aux générations futures soit quelque chose d'entièrement installé. Donc nous avons fermé l'ensemble des locaux de stockage, nous les avons équipés comme s'ils étaient entièrement pleins de livres, et l'image que nous avons aujourd'hui, c'est une bibliothèque achevée dans son image architecturale, mais qui a devant elle quelques siècles avant qu'elle soit saturée. Beaucoup de gens ont parlé d'une dimension mystique, il y a quelque chose d'abbatial dans ce bâtiment, il y a un côté château avec ses tours d'angle, finalement, le cloître, et peut-être que cette idée du cloître, elle est plus liée à une relation
avec le livre, une qualité d'ambiance, une qualité de sérénité, un calme, un silence finalement, plus qu'à une architecture. Maintenant, je ne sais pas si j'appellerais ça vraiment un cloître.